Pendant 26 ans, j'ai vécu dans l'illusion absurde que la famille était un lien sacré. Un pacte indestructible où l'on se protège mutuellement des tempêtes du monde. Je pensais que si l'on investissait son cœur, sa jeunesse et toute son âme pour maintenir sa famille à flot, elle vous le rendrait en amour. Mais j'ai appris de la manière la plus brutale qui soit que pour ma famille, je n'étais ni une fille ni une sœur. J'étais un distributeur automatique. J'étais un chèque en blanc. J'étais simplement un fantôme qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour financer un train de vie qu'il n'avait pas mérité. Je vivais dans une maison où ma présence était à peine tolérée. Sauf lorsqu'une facture était en retard. Je travaille comme analyste financière senior dans une entreprise de premier plan au cœur de Chicago. C'est un environnement impitoyable et sous haute pression, où la moindre erreur de décimale peut coûter des millions. J'y sobrevécu parce que je suis vive, disciplinée et hyper concentrée. Chaque jour, je m'assois dans un bureau vitré pour gérer des portefeuilles valant plus d'argent que mes parents n'en verront jamais de toute leur vie. Mes collègues me connaissent comme une négociatrice acharnée. Quelqu'un qui ne se laisse exploiter par personne. Pourtant, dès que je franchissais le seuil de la maison de mes parents chaque soir, cette femme d'affaires féroce s'évanouissait. Je devenais la fille calme et soumise qui se faisait toute petite juste pour préserver la paix. Je leur ai tout donné. Chaque mois sans faute. 80% de mon salaire gagné à la sueur de mon front était directement versé sur le compte bancaire de mes parents. Je ne faisais pas cela par richesse. Je le faisais parce que j'étais aveuglé par un besoin désespéré de leur approbation. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je remboursais leurs dettes, payais les courses et veillais à ce qu'il n'ait jamais à s'inquiéter de l'argent, mon père me regarderait avec fierté. Je pensais que ma mère me sourirait de la même manière qu'elle souriait à mon frère cadet, Liam. J'étais si incroyablement innocente, si avide d'affection que j'avais complètement ignoré les signaux d'alarme qui s'accumulaient autour de moi. Je croyais être une fille admirable, totalement aveugle au fait que ma soumission ne faisait qu'alimenter un monstre de cupidité qui finirait par essayer de détruire ma vie. Grandir dans notre foyer signifiait vivre sous le joug d'un double standard strict et non dit. Il y avait 2 séries de règles, une pour moi et une pour mon frère cadet, Liam. Liam a 24 ans, mais à voir son train de vie, on aurait dit un millionnaire à la retraite. Il n'a jamais gardé un emploi stable plus de 3 semaines de toute sa vie. Chaque fois qu'il démissionnait ou se faisait virer parce qu'il refusait de se réveiller à l'heure, mon père Thomas lui tapotait le dos en disant « Ne t'inquiète pas. Mon fils. Cet endroit ne méritait pas ton talent de toute façon. Une meilleure opportunité est juste au coin de la rue. » Pendant ce temps, mon talent était strictement mesuré à l'aune du poids que je pouvais porter sur mes épaules. Alors que Liam passait ses journées à dormir, à jouer à des jeux vidéo et à faire la fête avec ses amis, je me réveillais à 5 heures du matin pour prendre le train vers le centre-ville. Ma mère, Martha, me tendait une liste de tâches avant même que j'aie enfilé mon manteau, me rappelant de récupérer ses médicaments sur le chemin du retour. La chambre de Liam débordait de vêtements de créateurs coûteux, de baskets haut de gamme et des derniers gadgets technologiques. Ma chambre était un petit espace glacial au bout du couloir où le chauffage fonctionnait à peine. La réalité financière de notre foyer était une totale supercherie. Un château de cartes maintenu uniquement par mon chèque de paie. Mon père avait pris une retraite anticipée après une légère blessure au dos. Mais au lieu de trouver un travail de bureau ou un poste à distance à temps partiel, il s'en était servi comme excuse pour s'asseoir sur le porche, boire de la bière et regarder le sport toute la journée. Ma mère avait ses propres problèmes de santé, nécessitant une rotation constante de spécialistes et de médicaments. Chaque mois, le fardeau retombait entièrement sur moi. Je payais l'hypothèque de $2500 de notre maison familiale. Je payais les $600 de courses mensuelles, veillant à ce que le réfrigérateur soit toujours rempli des morceaux de viande de premier choix que Liam préférait. Je payais les $400 de pharmacie de ma mère. En plus de cela, je couvrais l'électricité, l'eau,
Internet et même l'assurance de la rutilante voiture de sport neuve que mon père avait insisté pour acheter pour les 23 ans de Liam. Lorsque j'ai essayé de faire asseoir mon père à la table de la cuisine pour lui montrer les factures d'électricité qui montaient en flèche, en soulignant que nous devions réduire nos dépenses, il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il a simplement abattu son poing sur la table, faisant teinter les tasses à café, et a ricané. Tu gagnes bien ta vie en ville. Sarah. Arrête d'être aussi radine avec ton propre sang. Les filles sont censées subvenir aux besoins de leur famille. C'est ton devoir. Ma mère était assise là, hochant la tête en silence, ne prenant jamais la parole pour me défendre. Elle a simplement rajusté son gilet et a demandé si je pouvais transférer $300 de plus sur le compte de Liam parce qu'il devait emmener ses amis dîner pour son anniversaire. Je me sentais étouffé, piégé dans un cycle sans fin d'exploitation. Mais au lieu de crier, j'ai canalisé ma frustration dans un plan d'évasion secret. Je savais que si je ne me construisais pas un radeau de sauvetage, cette famille finirait par me noyer. J'ai commencé à accepter des missions de consultation financière en freelance après mes journées habituelles de 10 heures en entreprise. Je travaillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, les yeux brûlés par la lueur des feuilles de calcul Excel, survivant grâce à de l'adrénaline pure et du café noir. Pendant 5 ans, j'ai mené une double vie. Extérieurement, j'étais le distributeur automatique soumis et silencieux de ma famille. Intérieurement, j'étais une femme farouchement indépendante qui construisait sa liberté. Dollar par dollar, projet par projet, j'ai réussi à économiser $120 000. Je n'ai touché à un seul centime de cet argent pour moi-même. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements. Je ne suis pas sorti manger au restaurant. Et je n'ai pris aucune vacance. Avec cette épargne, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai acheté une petite maison de plage à couper le souffle, située directement sur les rives du lac Michigan. Ce n'était pas un manoir, mais c'était parfait. Elle avait de grandes fenêtres en verre donnant sur l'eau, un porche discret qui faisait tout le tour de la maison et une cheminée à bois. C'était mon sanctuaire. C'était le seul endroit au monde où je me sentais en sécurité, où les exigences lourdes et étouffantes de ma famille ne pouvaient pas m'atteindre. Je gardais l'acte de propriété enfermé et caché dans un faux fond de tiroir dans ma chambre. Je n'en avais parlé à personne. Je voulais attendre le bon moment pour enfin faire mes valises, franchir la porte d'entrée et ne plus jamais regarder en arrière. C'était mon paradis secret, le témoignage de ma survie. Ignorant totalement que ce secret allait bientôt devenir le catalyseur de la trahison ultime de ma famille. Le début de la fin a commencé par une grande annonce. Liam avait réussi d'une manière ou d'une autre à charmer Evelyn, une douce jeune fille issue d'une famille extrêmement riche et en vue de la ville. Quand mes parents l'ont su, ils ont agi comme si nous avions gagné à la loterie. C'était leur ticket d'entrée pour un cercle social plus élevé. Et ils étaient bien décidés à jouer les grands bourgeois. En l'espace d'une semaine, les préparatifs du mariage ont commencé, et avec eux, une montagne de dépenses que ma famille n'avait absolument aucun moyen de payer. Sarah, il faut qu'on parle du lieu, a dit mon père un soir en déposant une brochure glacée sur mes genoux. C'était pour un complexe hôtelier de luxe au bord d'un lac. La famille d'Evelyn invite ses relations d'affaires. Nous ne pouvons pas avoir l'air de plouc. Le service traiteur dans la salle coûtera $45 000. J'ai besoin que tu autorises un prêt ou que tu maximises tes cartes de crédit. On trouvera bien un moyen de te rembourser plus tard. J'ai fixé le chiffre, sentant une oppression familière dans ma poitrine. $45 000. Papa, c'est toute mon épargne de secours. Je paie déjà la voiture de Liam, l'hypothèque. Tout. Je ne peux pas porter ça en plus. Ma mère a instantanément simulé une crise de toux, posant sa main de façon théâtrale sur sa poitrine. Sarah, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. C'est le grand jour de ton unique frère. Tu veux qu'il soit humilié devant ses nouveaux beaux-parents? Et un peu de cœur.
Une fois de plus, la culpabilité m'a submergé. Je ne supportais pas l'idée d'être la méchante qui gâcherait le mariage de son frère. J'ai signé les documents, ouvert de nouvelles lignes de crédit, avalant le goût amer du ressentiment. Je me suis dit qu'une fois ce mariage terminé, je prendrais enfin mes clés. Je déménagerai dans ma maison de plage et je couperai les ponts pour de bon. Encore quelques semaines, me suis-je chuchoté. Tiens bon, encore quelques semaines. Mais le destin avait un calendrier différent. C'était exactement 2 jours avant le mariage. J'avais passé toute la journée à gérer un audit de marché agressif au travail, suivi d'une réunion de 3 heures avec les responsables de la restauration pour régler un différend sur le menu du mariage. Lorsque je suis enfin arrivé dans l'allée de la maison de mes parents, il était près de 2 heures du matin. Le quartier était plongé dans un silence de mort. Mais en montant les marches du porche, j'ai remarqué la lueur tamisée de la lampe du salon filtrant à travers les stores. J'ai déverrouillé la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, ne voulant réveiller personne. Mais en entrant dans le vestibule, j'ai entendu le murmure bas et étouffé de voix provenant du salon. La porte était légèrement entrebâillée, projetant une longue tranche de lumière jaune sur le plancher en bois dur. « Tu es absolument sûr que l'acte est entièrement à son nom ?» C'était la voix de mon père. Elle semblait tranchante, calculatrice et dénuée de toute somnolence nocturne. « Oui, Thomas. Regarde bien ici sur le cachet, » a répondu la voix de ma mère, son ton suintant d'une excitation avide et frénétique. C'est écrit propriétaire unique Sarah Miller. La maison est juste sur la côte. J'ai regardé là. Valeur des biens immobiliers en ligne. Elle vaut une fortune. Mon cœur s'est arrêté. Une terreur froide et paralysante a envahi mes veines. Je me suis approché doucement de la porte, le souffle coupé, et j'ai regardé par la petite fente. Mon père était assis à la table de la salle à manger en chêne, la lampe de bureau crue illuminant son visage. Étalés devant lui se trouvaient mes documents financiers privés, mes relevés bancaires et, pire que tout, l'acte original de ma maison de plage. Le faux fond de tiroir de ma chambre avait été complètement saccagé. Ils avaient cassé la serrure. Liam était penché par-dessus l'épaule de mon père. Un sourire suffisant et cupide affiché sur son visage. « Papa, c'est parfait », a chuchoté Liam en se frottant les mains. Les parents d'Evelyne n'arrêtent pas de faire des allusions sur l'endroit où nous allons habiter. Après la lune de miel. Si nous leur disons que nous possédons une maison de plage sur le lac Michigan, ils vont tomber des nues. Ça nous fait passer pour des gens riches de longue date. Evelyne va adorer. Elle n'a pas besoin de savoir que c'est Sarah qui l'a acheté. Mon père a ricané, tapotant son doigt sur l'acte. Sarah n'est qu'une célibataire. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'une grande maison de plage de toute façon? Elle vit pour travailler. Nous remettrons les clés à Liam et Evelyne lors de la réception. Juste devant les 300 invités. Avec tout ce monde qui regarde et la brillante famille d'Evelyne qui applaudit, Sarah n'osera pas faire de scène. Elle sera forcée de sourire, de jouer la grande sœur généreuse et de signer les papiers de transfert plus tard. C'est une aboulique. Elle fait toujours ce que je lui dis. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Elle va juste pleurer un peu. Mais elle aime trop cette famille pour ruiner la réputation de Liam. C'est pour le bien supérieur d'eux. Notre nom de famille. Je tenais debout là, dans le couloir sombre, serrant le bord de la cloison sèche si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Le monde semblait tourner sur lui-même. Les personnes qui m'avaient donné la vie, le frère que j'avais habillé et nourri, la mère dont j'achetais les médicaments chaque mois, ne s'était pas contenté de me voler. Il s'était introduit par effraction dans mon sanctuaire, avait violé ma vie privée et prévoyait de détourner publiquement le seul éclat de joie qu'il me restait au monde. Tout cela pour nourrir leur vanité pathétique et superficielle. Une vague de deuil lourde et étouffante m'a submergé. J'avais envie de défoncer la porte, de leur crier dessus et d'arracher les papiers de leurs mains.
mais en regardant Liam rire doucement. S'imaginant vivre dans la maison pour laquelle j'avais saigné, quelque chose s'est brisé en moi. Le chagrin s'est figé. Les larmes qui brûlaient derrière mes yeux se sont transformées en glace. Je n'ai pas fait un bruit. Je me suis doucement retiré. Je suis monté discrètement à l'étage pour rejoindre ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. La trahison était totale, et la mort de l'ancienne Sarah l'était tout autant. Je me suis assise au bord de mon lit dans le noir, fixant les planches du plancher. Les sons étouffés de leur rire cupide résonnaient encore du rez-de-chaussée. Pendant quelques minutes, mon corps a tremblé. Une seule larme lourde s'est échappée de mon œil et a roulé sur ma joue. Mais en tombant, j'ai croisé mon reflet dans le miroir de la coiffeuse. Le clair de lune traversait la fenêtre, illuminant mon visage. Je me suis regardé, vraiment regardé. Et j'ai réalisé que la fille pathétique et désespérée qui suppliait pour des miettes d'amour de la part de monstre devait mourir cette nuit-là. J'ai essuyé cette dernière larme du revers de la main. La chaleur a quitté mon corps, remplacée par une détermination froide et calculatrice. J'ai compris une vérité fondamentale, être gentil avec des gens cruels n'est pas une vertu. C'est une faiblesse. Ils pensaient que j'étais une faible d'esprit parce que j'avais choisi la paix plutôt que le conflit. Pendant 26 ans. Ils avaient pris ma patience pour de la cécité et ma générosité pour de la stupidité. Mon père pensait qu'il pouvait orchestrer une embuscade publique lors d'un mariage pour me forcer la main, convaincu que ma peur d'un scandale public me ferait plier. Il ignorait qu'il venait de m'offrir la scène parfaite. J'ai souri dans le noir. Une expression froide et tranchante que je réservais habituellement aux requins d'entreprise. Prédateurs dans les salles de conseil. Ils voulaient un spectacle. J'allais leur donner un chef-d'œuvre. Ils voulaient utiliser la présence de 300 invités fortunés de la haute société pour me piéger. Très bien. J'utiliserai ces mêmes 300 invités comme témoins de leur ruine totale. Je n'étais plus triste. Je ne pleurais plus la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Chaque once d'énergie émotionnelle qu'il me restait s'est convertie en une pure concentration. Stratégique. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. À la place, j'ai attrapé un bloc-notes et j'ai commencé à rédiger une liste de contrôle. Je suis analyste financière. Je démantelais des systèmes complexes pour gagner ma vie. Déconstruire le réseau d'exploitation de ma famille serait l'audit le plus facile que j'ai jamais réalisé. Au moment où le soleil a commencé à se lever à l'horizon, peignant ma chambre d'une lumière pâle. Mon plan était verrouillé. Il pensait qu'il se préparait pour un mariage. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers une exécution. Le matin du mariage est arrivé et la maison était un tourbillon d'énergie frénétique. Ma mère criait à propos des retards du traiteur et Liam se pavanait devant le miroir dans son smoking sur mesure, entièrement facturé sur ma carte American Express. Je me suis faufilé à travers le chaos comme un fantôme, arborant un masque calme et souriant. J'ai même souri à mon père lorsqu'il m'a adressé un signe de tête entendu et condescendant. Par-dessus son café du matin. Ils pensaient que leur silence signifiait que leur plan secret était en sécurité. Ils n'ignoraient pas que j'avais déjà tiré sur le premier fil de leur couverture financière. À exactement 9 heures du matin. Pendant que tout le monde était occupé à se faire coiffer et maquiller. Je me suis assise dans ma voiture un peu plus loin dans la rue et j'ai passé une série d'appels téléphoniques. Le premier appel a été pour ma banque. En tant que titulaire unique des comptes courants et d'épargne principaux des comptes auxquels mes parents n'avaient accès que par le biais de cartes de débit d'utilisateurs autorisées. J'ai juridiquement gelé toutes les transactions. J'ai transféré mes fonds liquides restants vers un nouveau compte privé ouvert dans une institution bancaire totalement différente. Ensuite, j'ai composé les numéros d'American Express et de Chase. L'une après l'autre. J'ai déclaré toutes les cartes de crédit en la possession de mon père et de mon frère comme perdues. Ou compromises. J'ai demandé la désactivation immédiate des cartes physiques et j'ai annulé les portefeuilles numériques sur leur téléphone. En quelques minutes. Le soutien financier qui maintenait leur existence même était complètement coupé.
Ils vivaient sur des réserves financières de pacotille. Totalement inconscients du fait que leur carte afficherait un refus la prochaine fois qu'ils tenteraient d'acheter un simple paquet de chewing-gum. Mais mon action la plus critique impliquait l'avocat principal de mon entreprise. Un homme impitoyable nommé Richard, à qui je devais quelques faveurs. Je l'ai rencontré dans un café près du palais de justice. Je lui ai remis la copie en couleur de l'acte de ma maison de plage que mon père avait encadré, ainsi qu'une pile de relevés bancaires prouvant que chaque dollar utilisé pour acheter cette propriété provenait exclusivement de mes comptes de freelance indépendant. J'ai besoin d'une ordonnance de protection d'urgence concernant cette propriété, ai-je dit à Richard, ma voix totalement dépourvue d'émotion. Et je veux qu'une mise en demeure formelle soit rédigée à l'encontre de Thomas et Liam Miller pour vol qualifié et usurpation d'identité, ciblant spécifiquement l'accès non autorisé à mon coffre-fort financier privé. Richard a examiné les documents, un sourire sinistre jouant sur ses lèvres. C'est imparable, Sarah. S'ils essaient de revendiquer ou de transférer cette propriété, ils foncent droit vers une accusation de crime. Je vais faire imprimer et relier les avis juridiques formels dans un dossier exécutif élégant. De l'extérieur, cela ressemblera exactement à un dossier de transfert immobilier. Parfait, ai-je répondu. Mets-le dans une boîte cadeau avec un grand ruban argenté. Je l'apporterai moi-même sur le lieu de la réception. Quand je suis rentré à la maison pour enfiler ma robe de demoiselle d'honneur, je suis passé devant le bureau de mon père. Il avait placé la fausse copie encadrée de l'acte dans un sac cadeau en velours, prêt pour sa grande annonce. J'ai discrètement troqué son sac contre la boîte cadeau argentée contenant les avis juridiques, fraîchement imprimés par Richard et les lettres de mise en demeure. J'ai regardé la boîte, ressentant une bouffée d'anticipation glacée. Mon père voulait utiliser une foule de 300 personnes pour me piéger et me soumettre. Il voulait jouer à une partie de poker social à enjeux élevés. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je n'avais pas seulement faussé le jeu. Je possédais tout le casino. La grande salle de bal du complexe hôtelier au bord du lac était un spectacle de roses blanches, de lustres en cristal et d'une musique douce et romantique. 300 invités de la haute société remplissaient l'espace, buvant du champagne et riant. Les parents d'Evelyne, des membres éminents de l'élite de la ville, étaient assis à la table d'honneur, rayonnant de fierté. Sur l'estrade, Liam et Evelyne se tenaient la main, ressemblant à un couple de contes de fées. Depuis le bord de la pièce, j'ai observé mon père faire le tour des invités, bombant le torse et agissant comme s'il finançait lui-même cet événement à 45 000 $. L'hypocrisie pure me donner des hauts le cœur, mais j'ai gardé mon sang-froid. Le piège était tendu. À la fin du dîner, le tintement d'un verre en cristal a fait taire la salle. Mon père s'est avancé vers le microphone, tenant la boîte cadeau argentée que j'avais méticuleusement préparée. Mesdames et messieurs, si je puis me permettre d'attirer votre attention, s'il vous plaît. A lancé la voix de mon père à travers les haut-parleurs, suinte d'un faux sentiment de noblesse. Ce soir, nous célébrons l'amour, la famille et l'avenir. Et pour veiller à ce que mon fils Liam et sa magnifique épouse Evelyne entament leur nouvelle vie avec le statut qu'ils méritent. Notre famille a une annonce spéciale à faire. Ma fille Sarah, qui gère les actifs de notre famille, a accepté de leur offrir un cadeau de mariage spectaculaire. L'acte de propriété de notre magnifique maison de plage familiale sur le lac Michigan. La salle a éclaté en applaudissements et en hoquets d'admiration. Evelyne a poussé un cri de surprise en se couvrant la bouche de joie, tandis que son père hochait la tête d'un air approbateur. Mon père m'a fait un clin d'œil direct de l'autre côté de la pièce, ses yeux semblant dire « Vas-y, Sarah. Viens sur estrade et joue ton rôle. Tu n'as pas le choix. » Je me suis dirigé vers la scène. Tous les regards de la pièce étaient fixés sur moi. J'ai monté les marches, pris le microphone des mains de mon père et me suis retourné pour faire face à la foule. Les applaudissements se sont estompés pour laisser place à un silence d'expectative. « Merci, papa », ai-je dit, ma voix résonnant clairement à travers les haut-parleurs.
Mais je dois corriger quelque chose. Je n'ai pas accepté d'abandonner ma maison. Cette maison de plage m'appartient. Je l'ai achetée avec mon propre sang. Ma sueur et mes larmes après avoir travaillé 80 heures par semaine tout en faisant vivre toute cette famille. Le silence qui a suivi fut étouffant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Le sourire d'Evelyne s'est évaporé et ses parents se sont levés de leur chaise. Le visage figé par le choc. Le visage de mon père a pris une teinte pourpre apocalyptique. Le masque narcissique qu'il portait depuis des décennies s'est complètement brisé devant les 300 personnes qu'il voulait désespérément impressionner. Aveuglé par une rage primale et incontrôlable à l'idée de voir son image publique détruite. Il a perdu la raison. Il a lâché la boîte argentée. S'est jeté en avant et ses doigts se sont enfoncés vicieusement dans ma gorge, coupant mon air. Espèce de salope ingrate. A-t-il rugi? Sa voix se brisant de folie. Avant que quiconque ne puisse réagir, sa main s'est emparée de la table la plus proche. Il a attrapé une lourde bouteille de vin rouge pleine. J'ai vu le verre sombre capter la lumière du lustre. S'abattre vers mon visage avec une vitesse terrifiante. Crash. L'impact fut catastrophique. Le verre lourd s'est fracassé contre ma tempe, envoyant une explosion aveuglante de douleur à travers mon crâne. Du vin rouge et du sang chaud se sont instantanément mélangés, dévalant mon visage et m'aveuglant. J'ai senti mes genoux céder et les cris horrifiés de 300 invités se sont estompés en un bourdonnement sourd et lointain alors que le monde virait au noir absolu. Je me suis effondré sur la scène d'un blanc immaculé, complètement inconsciente. Pendant que j'étais évanoui, la salle de bal a sombré dans un chaos absolu. Des dizaines d'invités ont sorti leur téléphone pour filmer les suites horribles de la scène. Le père d'Evelyne, dégoûté et furieux, s'est précipité sur l'estrade pour arracher mon père psychopathe de mon corps inerte. Une demoiselle d'honneur terrifiée a hurlé dans son téléphone en composant le 15. En moins de 7 minutes, le complexe a été envahi par des gyrophares rouges et bleus. Des secouristes se sont précipités sur scène, stabilisant mon cou et soulevant mon corps trempé de sang sur une civière. Au même moment, 4 policiers ont plaqué mon père au sol juste à côté du gâteau de mariage, lui forçant les bras dans le dos et enclenchant des menottes en acier à ses poignets. Il a été traîné hors du complexe sous un barrage de caméras de téléphone portable. Le mariage ne s'est pas simplement arrêté. Il a été définitivement détruit. Le père d'Evelyne s'est tenu au centre de la salle ruinée et a regardé ma mère en pleurs et mon frère, tremblant. Ce mariage est terminé, a-t-il déclaré, sa voix tranchant comme la glace. Si c'est ainsi que vous traitez votre propre chair et votre propre sang, je ne laisserai jamais ma fille mettre les pieds dans votre maison de monstres. Evelyne a arraché son voile, a jeté sa bague aux pieds de Liam et est partie avec sa famille, laissant Liam seul dans son smoking ruiné. Je me suis réveillé à l'hôpital 24 heures plus tard avec 22 points de suture sur le cuir chevelu. Une commotion cérébrale sévère et un sentiment de paix inébranlable. Richard était assis à côté de mon lit, tenant un dossier. Le karma était absolu. Parce que j'avais gelé les comptes bancaires et annulé les cartes de crédit. La facture de 45 000 $ du complexe hôtelier est restée impayée. Le complexe a poursuivi mon père et Liam en justice pour fraude, sans mon revenu pour couvrir l'hypothèque mensuelle de 2 500 $. La procédure de saisie immobilière a débuté dans les 60 jours. La voiture de sport de Liam a été saisie directement dans l'allée. Le procès de mon père fut court et brutal. Les vidéos des invités du mariage sont devenues des preuves clés. Le juge, dégoûté par un père attaquant sa propre fille à cause de sa propriété, a condamné Thomas Miller à 12 ans de prison dans un établissement de haute sécurité pour agression aggravée et tentative de meurtre. Il passe désormais ses journées derrière les barres à faire face aux conséquences de ses actes. Ma mère et Liam se sont retrouvés ruinés après que la banque a vendu aux enchères notre maison familiale, sans crédit et sans nulle part où aller. Ils ont emménagé dans un appartement exigu dans un quartier difficile de la ville.
Liam travaille à des horaires de nuit épuisants dans un entrepôt pour le salaire minimum. Tandis que ma mère passe ses journées à pleurer la vie que leur cupidité a détruite. Ils m'ont appelé des centaines de fois pour mendier de l'argent, mais j'ai bloqué chaque numéro. Ils avaient choisi leur chemin. Quant à moi, j'ai enfin emménagé dans ma maison de plage sur le lac Michigan. La guérison a pris du temps, mais le son des vagues a lentement effacé la douleur de mon passé. J'ai cessé de chercher l'approbation de personnes qui ne voyaient en moi qu'une transaction. 1 an plus tard, j'ai rencontré David. Un architecte paysagiste prospère qui ne voulait rien d'autre de moi que mon bonheur. Aujourd'hui, nous avons célébré une petite cérémonie sur le sable, devant ma maison de plage. Pas de grande salle de bal, pas de fausse haute société et pas de famille toxique. Debout sur la terrasse, la main de David dans la mienne. J'ai réalisé que la cicatrice sur ma tempe n'était plus le symbole de la violence de mon père. Elle était devenue un insigne de survie. Le rappel du jour où j'ai brisé mes chaînes et conquis ma liberté. En regardant cette cicatrice dans le miroir aujourd'hui, j'ai compris que trouver ma voie m'avait sauvé la vie. Si mon parcours vous a inspiré à vous défendre, abonnez-vous et rejoignez notre communauté de survivants.